Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo triple L de Mag, les différents réseaux sociaux étant quasiment que Instagram, soyons clairs. Je parle du coup dans mon podcast de tricot depuis le début et de couture et de lecture, pas dans tous les épisodes mais en tout cas ça fait quand même plusieurs semaines que ce sont les trois sujets principaux de mes épisodes de podcast avec ces derniers temps une grosse partie tricot, une partie couture plus petite et une partie lecture entre les deux. Voilà. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré alors que c'est pas le cas. Depuis le dernier épisode, de mon côté, j'ai eu un petit coup de mou. Voilà, je me suis beaucoup investie dans ce que je faisais au travail. Je trouvais que c'était intéressant. Et puis voilà, il y a eu, comme partout, la période des entretiens annuels, etc. Donc préparer ceux de mon équipe, avoir le mien. Voilà, et puis en parallèle, mon mari avait beaucoup de travail aussi, et beaucoup de travail avec des conséquences sur moi. Enfin voilà, on a une certaine organisation. Enfin, en fait, on avait une organisation avant, voilà, quand on s'est installé ici, en fait, dans cette maison, on avait une certaine organisation. On s'était dit, voilà, on habite là, donc on avait essayé de voir stratégie et quelque part, voilà, on avait une organisation où c'était plus lui qui était disponible en fait. Et là, il a changé de travail. Moi, j'ai repris mon travail il y a presque un an. Mon mari a changé de travail cet été et du coup, il est très pris aussi. Ce qui fait que n'y a pas l'un de nous deux qui est plus disponible que l'autre, ça dépend, voilà. Lui, l'avantage qu'il a, c'est il travaille pas à 50 km de la maison, mais du style quand l'école appelle, c'était la semaine dernière, l'école appelle pour ma dernière parce qu'elle était malade et il fallait venir la chercher, donc il m'appelle moi parce que en fait mon mari c'est difficile de l'appeler. Enfin, voilà, il est difficilement joignable, mais donc je dis bah, je vais m'arranger avec mon mari parce que du coup l'école de ma dernière est à 70 km du travail, donc s'il faut aller la chercher en urgence, moi pour le coup je peux venir, mais alors ce sera pas vraiment de l'urgence, donc voilà, bref, des petites choses comme ça, puis des... Enfin, je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, mais beaucoup, j'étais épuisée, quoi. Enfin, voilà, j'étais épuisée. Le soir, à 19h, j'étais prête à me coucher, sauf que, bah, quand mon mari, il rentre à 22h, parce il enchaîne des rendez-vous toute la soirée dans son travail, et que, de mon côté, il faut, bah, m'occuper des enfants qui sont fatigués, qui ont faim aussi, quand même. Voilà, enfin, voilà, ça a été compliqué. Et puis les week-ends ça continuait parce que mon mari a aussi travaillé le week-end dernier voilà. Donc voilà, maintenant ça va mieux. Je pense qu'à partir du moment où j'ai dit que ça allait moins bien, c'est qu'en réalité, enfin je fonctionne un peu comme ça, si je dis que ça va pas bien, c'est qu'en réalité ça va quand même largement mieux que les semaines d'avant, mais que là je m'en rends compte et que du coup je remonte la pente. Et voilà, je pense qu'il y a enfin voilà, il y a plein de raisons, mais malheureusement, et c'est bien ce qui m'a ennuyé, le tricot et la lecture, mon activité préférée, voilà, mon petit cocon, le moment où j'arrive à couper normalement le soir et le week-end, etc. Les mercredis aussi, même si les mercredis, enfin c'est pas des mercredis de tout repos, hein, je fais le taxi, faire du style pour une demi-heure d'orthophoniste, tous les mercredis j'ai une heure à une heure et quart de route, enfin en comptant l'aller et le retour, hein, mais voilà, bon, c'est moi qui fais déjà 100 km par jour pour le travail, je trouve que c'est beaucoup, hein, je sature un peu, mais bon. Ce qui m'ennuyait, c'est que mon petit truc, mon petit moment de tricot lecture que j'aimais et qui me permettait en fait de me rebooster avant de repartir dans un rythme fou, etc. Et ben ça n'a pas marché. Et voilà, la grande tristesse, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et bien parce que j'étais vraiment fatiguée et que pour que ça puisse marcher, il aurait fallu un super combo tricot-lecture et en fait la partie lecture de ce combo était pas à la hauteur. Mais je vous en parlerai
je vous en parlerai dans la dernière partie de cet épisode. Voilà. Bon, après ce long blabla très égocentrique, etc., on va passer au vif du sujet. Donc sur la partie tricot, je vais vous montrer 2 tricots terminés. Il n'y a pas de surprise parce que je vous les ai déjà montrés la dernière fois, mais depuis ils ont été bloqués, ils ont séché. Je vous les ai montrés aussi sur Instagram et je les aime beaucoup. Voilà. Sur la partie tricot aussi, j'ai un autre tricot terminé, mais alors là, bon, c'est mon design, et il n'est pas du tout bloqué, bref. Et j'ai juste commencé un petit début d'un nouveau tricot. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu de la laine aussi, je vous montrerai après. Parce qu'en fait je compte monter 3 projets cette semaine, mais en fait sur ces 3 il y en a un que j'ai monté, il y en a un dont je vous avais parlé et puis un dernier dont je crois que je vous ai pas parlé, je sais plus. Dans la partie couture, j'ai un projet à vous montrer, mais c'est enfin le projet de la robe qui me tenait à cœur. J'ai enfin réussi à terminer cette robe. J'ai l'impression de m'être battue pour pouvoir faire cette robe, parce qu'il y a eu des petits rebondissements, etc. Mais ça ne fait que... bah en fait la conséquence c'est que je l'apprécie encore plus, je pense. Enfin parce que il y a eu des petits défis. Enfin bref. Ça fait prétentieux dit comme ça, mais c'est parce que je me suis lancé un petit défi et en couture je suis pas sûre de moi. Donc bref, ça a pas trop mal marché. Donc c'est pas si mal que ça. Et dans la partie lecture, j'ai terminé 3 livres. Un super que j'avais déjà lu. Le deuxième que je vous déconseille totalement. Mais alors, mais vraiment, je vous dirais, mais c'est... Voilà. Et puis un autre qui est pas mal, qui sort de ma zone de confort, quoique, mais qui était pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Alors, pour continuer avec les bonnes habitudes, ce que je porte, eh bien je porte le pull Magdalena de Fernand Lafabrique que j'ai tricoté il y a 1 an. Je l'ai tricoté avant de reprendre le travail dans le cadre du Cal Ego qu'on organisait avec Alice du Lapin d'Alice. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je l'avais tricoté avec, je crois que c'était 3 fils d'alpaca de Drops. Je sais plus si c'était 2 ou 3. Je crois que c'était 3. Voilà, et bah, je l'adore en fait. Il est hyper simple. Alors, il est hyper simple, mais il y a quand même des côtes qui sont sympas parce que on est sur des côtes un peu larges. On a de la même façon un raglan un peu large, alors que je trouve que ces derniers temps dans les modèles, on est sur des côtes un torse, un raglan d'une maille, enfin... voilà, c'est des trucs un peu habituels, mais celui-là, il est un peu original par rapport à ça. Voilà, côte 3, 4, 3, 4, 2, un truc comme ça. Et je l'aime bien, puis je trouve qu'il vieillit pas trop mal. J'ai jamais enlevé les pluches, mais franchement, ça va quoi. C'est quand même de la Drops, hein, donc pas une laine chère, hein. Voilà, donc très très bien, je l'aime beaucoup, mais c'est surtout que j'adore le porter. Je crois que je le porte que comme ça en fait, avec ma jupe du livre Dresde de Direndo. Hop, pour lequel j'avais été revieweuse, je suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais voilà. Et voilà, ça va très bien avec. Je crois que j'avais vu l'association, je crois que j'avais dû m'apercevoir dans un podcast que ça allait bien ensemble. Et depuis, je porte beaucoup cet ensemble. Voilà. Donc, et puis c'est toujours chouette de pouvoir porter quelque chose que j'ai tricoté moi-même et quelque chose que j'ai cousu moi-même ensemble. Voilà. Je passe donc à la partie tricot. Alors, partie tricot. Donc, comme je vous disais, je vous montre 2 tricots terminés qui ont été bloqués depuis la dernière fois, mais je voulais revenir dessus parce que le blocage a changé les choses sur les 2. Donc, il y a déjà le pull Edit My Size
de Mille Friedwear, un nom de ce style. Voilà, et donc c'est un pull assez simple avec un raglan qu'on ne voit plus trop, des manches, globalement le pull il est un petit peu large, normalement il a une ouverture, d'ailleurs je vous montre le dos, normalement il a une ouverture dans le dos que j'ai pas souhaité faire, ma tête passait quand même en fermant le pull, j'ai pas de souci pour passer la tête, et la caractéristique du modèle, c'est les volants au niveau des raglans. Donc, en fait, pour pouvoir les réaliser, on vient relever des mailles. Donc, on fait un pull tout simple. J'arrête pas de m'interrompre. On fait un pull tout simple. On commence par le col, on fait le corps, on fait les manches. Voilà. Donc là, ça nous donne un pull simple comme celui-là. Très bien. Et ensuite, pour ajouter la petite originalité, on vient relever des mailles le long du raglan, et ensuite on vient tricoter les volants. Donc pour pouvoir tricoter les volants, vous voyez là c'est un peu froncé ici. Alors on fait des rangs raccourcis, puisque ici c'est plus court que là, voilà, donc on fait des rangs raccourcis, et en plus de ça on fait des augmentations ici. Donc des augmentations, c'est sur, je sais plus, style 15 mailles, les 15 mailles d'ici, on tricote chaque maille en double, et puis ensuite sur les 30 mailles, donc les 15 mailles x 2, on tricote chaque maille en double, et puis ensuite on continue jusqu'à un certain nombre de rangs, et c'est terminé. Et après on rabat les mailles. Alors je me rappelais pas, enfin j'avais pas la photo sous les yeux, et quand je me suis retrouvée avec toutes ces mailles déjà rien qu'à monter, je trouvais que c'était déjà pas mal. Je me suis rendu compte que je n'avais pas tant terminé que ça mon pull, et que voilà, il fallait continuer et faire la même chose de l'autre côté. Voilà. La deuxième caractéristique de ce pull, c'est pas dans le modèle, c'est dans la laine, puisque j'ai utilisé de la Suri de Une Louve dans les bois que Ingrid, donc de la marque Une Louve dans les bois, m'a gentiment offert. Voilà. Pour pouvoir faire ce pull, j'ai utilisé 3 écheveaux. Donc la Suri, c'est une qualité très spéciale qui sort de tout cadre, je trouve. Avec les laines teinte main, on est souvent habitué à prendre de la fingering. La fingering, c'est 400 mètres pour 100 grammes. C'est une certaine catégorie. On sait que plus fin que la fingering, il y a de la lace, et en plus épais, il y a de la decay, enfin il y a de la sport, il y a de la decay, etc. Voilà. Donc il y a une sorte de hiérarchie comme ça. On sait selon ce qu'on prend, donc ça c'est de la fingering. Après, si on prend du mérino tout seul, ça réagit comme ça. Du mérino avec du nylon, ça réagit d'une autre façon. Et on peut voir ça, enfin, mérino, cachemire et soie, ça réagit d'une autre façon, c'est un autre toucher. Voilà, mais tous, enfin oui, voilà, il y a plein de mélanges, etc. Mais on reste dans cette case. Voilà. La Suri, elle sort totalement de tout ça. Elle sort de tout ça parce que au niveau du métrage, si je me trompe pas, dans un écheveau, donc les écheveaux font 50 grammes, donc 2 fois moins, et on a 300 mètres. Donc d'un côté, on a 50 grammes et 300 mètres, et pour la fingering, on a 100 grammes et 400 mètres. Donc si on fait une petite règle de 3, on voit que la Suri, en fait, pour 100 grammes, on aurait 600 mètres. Donc ça veut dire qu'elle est plus fine que de la fingering, la fingering, on avait 400 mètres. Donc on est plus vers de la lace. Sauf qu'on va tricoter la Suri comme un fil encore plus épais que de la sport. Et voilà. Et là du coup, on voit tout le truc. Enfin, on voit déjà une partie de ce fil assez particulier. Je vais aller fermer le rideau là parce que ça m'agace. Voilà, donc ça paraît déjà un petit peu fou. Donc c'est un fil fin qu'on va tricoter avec des aiguilles plus épaisses. C'est un fil plus fin que de la fingering qu'on va tricoter avec des aiguilles plus grandes que de la fingering pour un projet avec un échantillon qui se compare plus à des choses au-dessus des échantillons classiques de fingering.
Et en plus, à ça, il faut ajouter dans les données, dans les hypothèses de départ, que c'est un fil qui bouge au blocage. Donc il s'étend. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors je veux juste te retrouver sur Ravelry parce que j'ai mis normalement l'échantillon du projet, ce qui vous parlera peut-être plus. Je ne sais pas. Alors pour ma part, j'ai tricoté en 3,5, ce qui est pas mal. Et j'ai 21 mailles en 3,5. Voilà. Sachant que le design que j'ai fait là, le gilet, je l'ai tricoté en fingering. En fingering, c'est du yak. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une taille fingering, un fil fingering. J'ai tricoté en 3,5 et j'ai 25 mailles. Voilà. Bon, après, vous savez que je tricote d'une façon particulière, mais peut-être moins lâche qu'avant. En rond, je tricote de façon plus lâche qu'en aller-retour, mais bon, voilà, c'est assez fou, quoi. 21 mailles en 3,5, c'est assez fou. Alors, donc je l'ai bloqué. Je crois que je vous avais dit dans l'épisode d'avant que j'avais fait exprès de faire des manches plus courtes et de faire un corps plus court parce que je savais qu'il allait s'étendre au blocage. Donc c'est un modèle que j'ai découvert grâce à Aurélie Steinberger Knits, que je remercie parce que je serais passée à côté et je l'adore, vraiment je l'adore. Et donc elle m'avait parlé de l'épisode de podcast de Marie-Christine Lévesque dans lequel elle parlait de ce pull qu'elle avait fait en Suri avec tous les conseils qu'elle avait à donner autour de ce pull et notamment le fait qu'il s'étendait pas mal. Donc moi comme je l'ai tricoté en 3,5, c'est possible que ça se soit moins étendu que si j'avais tricoté en 4 parce que j'ai laissé peut-être moins de place au fil. Donc comme je vous dis, moi je tricote lâche surtout quand je tricote en rond, parce que quand je tricote en rond, je tricote en méthode continentale tout le temps, alors que quand je tricote en aller-retour, je tricote les mailles endroits en méthode continentale et je tricote les mailles envers avec ma main droite. Je tricote plus serré avec ma main droite, donc je pense que ça compense. Voilà, on m'avait déjà demandé d'ailleurs si ça se voyait sur le tricot des différences entre l'endroit et l'envers, du style des grands V sur les rangs droits et des petits V sur les rangs envers. Non, ça se voit quand même pas à ce point-là. Donc du coup comme je tricote plus lâche, j'ai utilisé des aiguilles 3,5, mais je pense que si j'avais tricoté la Suri en 4, elle se serait encore plus détendue. Donc là j'avais fait exprès de faire un corps plus court et des manches plus courtes en espérant que le blocage aiderait. Le blocage a aidé, mais exactement comme il fallait. Enfin j'ai vraiment eu un gros coup de bol, c'est tombé exactement comme il fallait. Parce que voilà, c'est bien beau de dire ça s'étend comme ça. L'idéal ce serait limite de vous dire voilà, sur un échantillon de 10 cm, ça s'étend de X% et ça permettrait à chacun de faire ses calculs et la longueur qu'on veut. Mais voilà, j'ai pas fait le calcul. En même temps, si même quelqu'un l'avait fait, je suis pas sûre que j'aurais eu le courage de l'appliquer sur mon truc, donc c'était un peu de la loterie et hurrah, ça a fonctionné. Voilà. Donc c'est un pull que j'adore et dans toutes les caractéristiques de la Suri, donc le fait qu'on ne sait pas dans quelle case le mettre, le fait que ça s'étend au blocage, etc. Il faut ajouter une autre donnée, c'est que c'est très doux. C'est très doux avec un toucher très différent entre les chevaux, le cake, l'échantillon, le tricot, le fil qui passe entre nos doigts quand on tricote, voilà, et jusqu'à le final, le pull porté. C'est très doux, ça pique pas. Alors moi j'aurais tendance à dire que ça pique vraiment pas, mais je suis pas quelqu'un d'hyper sensible, je le suis un peu quand même, mais bon, je pense que vraiment il n'y a pas de souci, mais à confirmer par des personnes qui sont bien plus sensibles que moi. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors il tient chaud, mais je ne l'ai pas encore porté parce que j'avais un peu froid au travail ces derniers temps et que j'ai privilégié des gros pulls et même s'il tient chaud, j'étais pas sûre de moi quand même pour le mettre, même si je mets un col roulé en dessous, j'étais pas sûre de moi quand même malgré tout. Donc j'avais peur d'avoir froid en fait.
par rapport à des gros pulls comme je peux mettre en ce moment. Enfin bon, bref. Donc voilà. Et il va très bien, donc il ira très bien avec cette jupe aussi. Voilà. Et il va bien aussi avec une autre jupe que j'ai faite dans un tissu cousette, là, une jupe élastiquée que j'adore énormément. Et en fait, d'ailleurs, cette jupe élastiquée, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis dit qu'il allait vraiment falloir que je fasse des jupes élastiquées encore plus froncées que ce que je peux faire. À creuser. Voilà, donc le Edit My Size, j'en suis fan. En résumé, j'en suis fan. Sur le deuxième projet que je voulais vous montrer, qui a fini de sécher, parce que lui, je sais pas si vous vous rappelez, au dernier épisode, il était tranquille devant la cheminée, et puis il attendait depuis plusieurs jours de sécher, il séchait pas. C'est le gilet So Furl de Moni Ebner, que j'ai tricoté dans le fil Cyclade de Cheval Blanc. Voilà, donc c'est le fil Cyclade, c'est un fil recyclé. Donc il m'a été offert par la marque, j'avais le choix de la qualité de laine que je souhaitais parmi plusieurs de leurs fils. J'ai choisi celui-là parce que j'ai totalement craqué sur la couleur. Alors là, ici vous voyez la bonne couleur mais vous le voyez uni. En réalité, là vous ne voyez pas la bonne couleur mais vous voyez tous les morceaux de couleur qu'il y a dedans. Voilà. Mais en réalité, il est bien, voilà, il est vraiment lumineux comme ça, quoi. Là, il paraît tout fade et tout, mais non, il est lumineux. Il vient apporter le soleil qu'on n'a pas assez en ce moment. Donc, le gilet So Furl, je vous l'avais montré de toute façon au fur et à mesure, c'est une sacrée découverte. Donc, en fait, quand donc j'ai choisi ce fil, j'ai regardé les modèles que je pouvais faire avec, j'ai découvert le So Furl sur lequel j'ai totalement craqué, que je connaissais pas du tout avant. Alors, au niveau de l'échantillon, ça tombait bof. Enfin, j'ai tricoté la plus petite taille parce que j'avais un échantillon plus petit, enfin dans le sens où pour 10 cm ou plus grand, enfin bref, pour 10 cm, j'avais moins de mailles que ce qu'il fallait. Donc voilà, du coup j'ai calculé, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment pour vous expliquer comment faire quand on n'a pas le bon nombre de mailles, quand notre échantillon n'a pas le bon nombre de mailles. Donc j'ai fait la même chose, ça m'a permis de calculer la taille que je devais tricoter, et donc j'ai tricoté comme ça la plus petite taille. Ce gilet, vraiment ça a été un bonheur à tricoter, ces torsades elles étaient géniales à faire. Voilà, ça a été bluffant. En réalité, il n'y a que cette torsade, les autres, c'est que des jeux de mailles croisées, de mailles de diminution, etc. Et cette torsade, elle est en plus double parce que il y a à la fois le jeu de torsade ici, vous voyez, et à l'intérieur, il y a un autre petit jeu de torsade. Ce qui fait une sorte de torsade double et qui fait encore plus travaillé, quoi. Vraiment à faire encore plus travaillé qu'une torsade classique. La petite originalité aussi, c'est que ce point-là, il vient se terminer dans les côtes. Et c'est assez original. Dans le dos, normalement, il y avait des mailles en vert que j'ai pas faites. Donc bande de boutonnage, on vient les relever à la fin. Le col aussi. Et il y a une petite originalité parce que on vient faire des diminutions ici, ce qui arrondit un petit peu le col, quoi. Voilà, au niveau des boutons, j'ai mis des boutons en bois. Voilà, assez classique. Donc il est sec, je l'ai laissé sécher mais je ne l'ai pas épinglé, etc. Et il s'est un petit peu allongé. Voilà, donc c'est bon à savoir. Après, c'est quand même des torsades, donc elles ont besoin un peu de place pour prendre leur place. Enfin voilà, elles ont besoin de s'étendre un petit peu. Voilà, donc vraiment belle découverte de ce modèle et belle découverte de cette créatrice aussi qui fait en ce moment un appel au test. Mais je ne céderai pas, mais elle fait un appel au test avec un gilet pas mal du tout. Voilà, et j'en profite pour faire coucou à Aurélie Steinberger-Nitz et à Elodie et le tulipe parce que c'est pas
c'est pas évident de résister à ce test, mais je vais être forte. Voilà pour ça. Ensuite, projet terminé mais non bloqué. Je vais vous faire le coup à chaque fois. Mais alors ce coup-ci, celui-là, je vous le montrerai pas terminé. Je vous le montrerai pas bloqué la prochaine fois. On attendra la sortie du modèle. C'est donc le gilet que j'ai designé, que j'ai appelé Lady Agatha. Lady Agatha parce que je vous conseille fortement de lire un bon Agatha Christie ou un bon Agatha Raisin pendant que vous tricotez ce gilet. Voilà, tout simplement. Et on m'a posé la question, Lady Agatha, c'est pas parce que je compte faire une version enfant, en fait. C'est parce que je trouvais que c'était sympa, voilà, bref. Donc, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais là, voilà, il est terminé. Donc, c'est un gilet que j'ai tricoté avec de la base Yak Fingering Lady que Stéphanie et Claude Alain m'avaient offert à Noël de 2018, avec le tissu que je vous montrerai après. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, en général, quand on m'offre de la laine ou un beau tissu, je suis très contente, très touchée, et j'ai cette sorte de blocage en me disant, voilà, c'est très précieux à mes yeux, je veux pas me louper, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'imagine des choses. Et mon problème en tricot, c'est que si j'imagine un truc, je vais partir dans mon imagination, je vais avoir un truc très précis en tête et je vais pas forcément trouver exactement ce que j'ai en tête. Donc voilà, du coup j'ai décidé de sauter le pas et de me dire, bah ok, j'ai ça en tête, et ben vas-y, allez, tu te débrouilles. Pour le pull Pythagore que j'avais fait en collaboration avec Heidi, et ben voilà, ben, on était tous les trois derrière le projet, mais voilà, avec des calculs et tout, et ben c'est bon, le pull, il est fait, il a été gradé, ça m'a pas posé de difficultés particulières, j'ai même été plus à l'aise avec ça qu'avec la création du châle, donc ok, on tente. Donc moi ce que j'avais en tête c'était un gilet avec un point de semis pour ce fil là et pour cette couleur, pour voilà. Et donc j'avais envie de ça et j'avais envie de quelque chose, c'est bien de dire ok du point de semis et tout ça, mais je voulais quelque chose avec des petites touches plus raffinées entre guillemets. Le pull Pythagore il s'adressait à des débutants et voilà c'était l'objectif. Et là j'avais envie de ne pas forcément m'adresser aux débutants. Voilà, donc ça veut dire que les explications sont pas écrites de la même façon, ça veut dire que dans la box du pull Pythagore, vous êtes bien guidé entre les tutos photos que Stéphanie et Claude Alain ont fait, les vidéos sur une chaîne YouTube dédiée, le livret qui est bien expliqué, qui est documenté, qui est coloré, voilà. Donc ça aide très bien. Et là, pour le coup, les explications, je les ai pas tournées de la même façon parce que c'est pas forcément pour des débutants. Dans le sens débutant je le conseille pas pour un premier projet. Il n'y a pas de choses difficiles, mais voilà. Alors, donc c'est un gilet avec un col arrondi, le point de semis, voilà, qui est assez, il est discret, ça c'est la bonne couleur. Il est discret, il donne un côté un peu gaufré, un peu texturé quoi, voilà que j'aime beaucoup. Et puis j'adore le yak aussi parce que je trouve que les couleurs sur le yak c'est fou. Enfin le yak au naturel il est gris donc ça sort différemment. Au niveau du raglan, je me suis amusée avec, vous voyez pas grand chose comme ça, je me suis amusée avec une petite torsade, voilà, donc c'est discret mais on voit que c'est pas une torsade classique. Cette torsade on la retrouve sur le bord. Alors la bordure, la bande de boutonnage,
et de boutonnière, elle est faite du coup en deux parties. Il y a une partie qui se tricote en même temps que le gilet. Voilà, on fait des allers-retours, on commence toujours notre rang par ces mailles croisées. Et ensuite, à la fin, on vient relever nos mailles pour faire notre bande de côte, notre bande de boutonnière en côte de torse. Je vais y arriver. Et du coup, on finit ces mailles croisées dans le bas parce que voilà, je considère que c'est d'habitude les bandes, souvent les bandes de boutonnage, elles sont soit on les tricote en même temps que le gilet. Et voilà, c'est très bien, ça veut dire qu'après c'est terminé. Soit on vient relever des mailles. Alors relever des mailles, je trouve que c'est pénible, mais j'aime bien cette finition quand même. Je trouve que ça rend bien. Et là, j'ai décidé de faire les deux. Il y a à la fois une partie de la bande qui est tricotée en même temps, c'est la maille croisée, et en même temps, et en plus de ça, à la fin, on vient relever des mailles pour pouvoir compléter. Donc en fait, ce que j'estime être la bande, c'est tout ça. Et pour aller au bout de mon idée, c'est pour ça que j'ai voulu poursuivre ça dans les côtes, pour donner l'impression que ce n'est qu'un tout, quoi. Enfin, alors qu'en réalité, non, ça a été tricoté en deux temps. C'est un détail, mais voilà, je me suis amusée. Voilà, pour le col, c'est des côtes de 2, c'est un col tout fin. Sur le côté du gilet, on a aussi ces mailles glissées pour plusieurs raisons. Parce que j'avais envie d'une coupure. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand même quand il y a une fausse couture sur les côtés. Alors, je déteste la couture, mais juste une fausse couture, une maille envers, je trouve ça sympa. Et puis là, autant rappeler la torsade, mais de façon discrète. Et du coup, je ne l'ai pas poursuivi dans les côtes pour que ce soit discret. Et ensuite, j'ai fait la manche. Voilà. Et puis, rien de particulier, c'est une manche. Et je l'ai terminée par des côtes de 2 torses. Avant chaque côte de 2 torses, ce que j'ai pas dit en bas, ce que j'ai pas dit sur le bas du pull, du gilet, pardon, c'est que juste avant, il y a un rang de mailles envers. Voilà, donc c'est assez discret, ça se verra certainement mieux après blocage, mais il y a un rang de mailles envers pour couper un petit peu, enfin, voilà. Bon, je me suis vraiment amusée, hein. Enfin, voilà, là, je pense que si en fait on ne fait pas cette bande de mailles envers, c'est pas grave, voilà, ça va pas changer grand chose. Si en fait au lieu de faire des côtes 2 de torse, on fait des côtes 2-2, je pense que c'est pareil, ça va pas changer grand chose. Voilà, mais c'est que ces petits trucs de pas grand, enfin de petits trucs qui font que je suis contente de mon petit gilet. Enfin, il ressemble à ce que je voulais. Je me suis amusée. Et c'est le principal. Voilà, donc il va falloir le bloquer, il va falloir rentrer des fils, il va falloir lui mettre des petits boutons. Je crois que j'en ai prévu 8, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis voilà. Et après, pour la suite, eh bien, pour la suite, donc il sortira. Voilà, je sortirai ce modèle. Et pour pouvoir être sûre de ne pas avoir fait d'erreur, je suis en train de le faire tester. Donc, voilà, actuellement il est en test. C'est un peu stressant parce que voilà, j'ai peur de faire des erreurs. Enfin bon, j'ai peur de faire des erreurs. J'espère être assez disponible. Voilà, donc voilà, mais en tout cas, un immense merci à toutes les testeuses qui m'accompagnent dans cette aventure parce que voilà, leur aide m'est vraiment précieuse, parce que moi j'ai tendance, je pense, j'ai une façon de lire les modèles qui fait que, je pense que je suis assez, assez du style à lire en diagonale les explications, ou voilà, à passer vite, ou quand il y a du blabla, sauf que j'écris pas un modèle pour moi en fait, donc voilà, j'ai essayé de faire des choses comme je pensais, ou de les présenter de façon à ce que ça puisse être peut-être
plus facile, enfin je sais pas, mais ça reste qu'un avis, c'est quelque chose de totalement subjectif, et il y a des choses où je me suis dit, bah tiens, ça c'est peut-être pas obligé de le mettre, bah oui, mais en fait peut-être si, peut-être que si, et voilà, et donc ça, plus les trucs habituels de vérifier s'il n'y a pas de faute d'orthographe, moi c'est surtout si les phrases, elles sont françaises, elles sont bien rédigées, bien sûr toutes les erreurs de calcul ou explications incompatibles, voilà, enfin tout ça pour tout ça c'est super d'avoir des testeuses, donc j'espère que ça se passera bien. Voilà. Donc ça c'était un tricot terminé, mais sur du plus long terme. Donc l'idée ce serait de le sortir vers début mars, quoi. Voilà, début mars, on verra quoi. Je termine avec les projets à venir. Alors, enfin, avant le projet à venir, le projet que j'ai monté hier, que j'ai remonté hier, c'est-à-dire que c'est un projet que j'avais monté dimanche soir, et puis hier soir, j'ai tout enlevé, j'ai dit non, ça va pas, je recommence, je me suis trompée. Et ça ne reste qu'un lundi soir, donc le lundi soir, j'ai pas un temps de tricot énorme, mais j'ai quand même, j'arrive quand même à tricoter un petit peu, mais tout ça pour dire que j'ai avancé juste un tout petit peu, le temps de me percevoir d'une erreur et de recommencer. Donc voilà, c'est le Grace de Jane Richmond. Qui est un ancien modèle qui date de 2012 je crois, qui est caractérisé par ce point de dentelle qui fait un peu résille, qui est très rigolo je trouve. Et c'est là où je m'étais trompée en fait, j'avais un mauvais alignement, enfin ça allait pas. Il est hyper simple à faire et je trouve ça très rigolo. Voilà, et donc c'est ce poids-là, on le retrouve dans le dos et on le retrouve sur les demi-devants. Là j'ai tout juste commencé le point, donc vraiment pas grand-chose. Je le tricote avec la qualité Sweetie de Plassard, qui est un fil, je ne vais pas dire de la laine parce qu'on me l'avait dit, de faire attention. Donc 50% acrylique, 50% polyamide. Il y a 155 mètres pour 50 grammes. Il m'a été offert par la marque et c'est un fil que j'avais découvert au Do It Yourself Festival, première édition, parce que la deuxième édition je ne pourrais pas y aller, enfin d'ailleurs elle n'est pas encore passée. Il est très très doux comme fil, mais extrêmement doux, enfin c'est un truc de fou. Donc très agréable à tricoter. Voilà, et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que les explications, elles sont un petit peu surprenantes. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à commencer aussi dimanche soir. Bon, après, le fait d'avoir fait une erreur, ça c'est totalement dû à moi, mais c'est assez particulier. Alors déjà le premier truc c'est bah voilà, c'est un nouveau tricot, ok, mon échantillon il est déjà fait, mon échantillon il tombe parfaitement, je suis trop contente, c'est trop bien, donc bah, il est temps de choisir sa taille. Sauf que j'étais pas sûre de moi sur la taille, ça me paraissait, enfin je sais pas, j'avais un doute. Donc pour être sûre de bien comprendre la taille indiquée, je me suis dit, bah c'est pas compliqué, je prends le nombre de mailles qu'on est censé avoir après la séparation du corps et des manches, je fais ma règle de 3 avec l'échantillon et je verrai sur combien de centimètres je tombe. Voilà. À la limite, si c'est un gilet avec des bandes à ajouter, eh bien je sais qu'il y aura 2-3 cm de bandes à ajouter, mais pour avoir exactement le tour de buste et la taille à faire, ok. Sauf que là, en fait, une fois que j'avais calculé le nombre de mailles sous l'emmanchure, j'étais style à 7-8 cm de moins que la taille que je souhaitais faire. Et la taille que je souhaitais faire, elle avait une aisance de 3 cm. Donc je tombais avec une aisance négative. Et moi, c'est un gilet, je veux fermer mon gilet. Donc si je veux fermer mon gilet, il faut que j'ai quand même la place. Sinon, je vais tirer mon gilet. Ça me plaît pas. Enfin, dans ce cas-là, je fais une taille au-dessus, quoi. Donc, j'ai regardé pour faire la taille au-dessus et pour l'instant, je pense faire ça. De toute façon, les deux tailles sur lesquelles j'hésitais font partie d'un même lot de tailles pour l'instant, dans le sens où on a le même nombre de mailles à monter, avec la même division corps et manche, enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, donc d'ailleurs, si vous avez fait ce gilet,
Je veux bien avoir votre avis. Est-ce que vous devez effectivement tirer pour le fermer ou est-ce qu'il tombe parfaitement et c'est moi qui n'ai pas compris? Je sais pas. Deuxième point. Et deuxième point pas négligeable. Les explications sont à trous. C'est-à-dire que nous avons un texte qui dit monter les mailles, tricoter tant de mailles, mettre un marqueur, mais le nombre de mailles, il n'y a rien d'indiqué. Il y a un trait, il y a une petite lettre à côté, A entre parenthèses, B entre parenthèses, voilà, c'est tout. C'est à vous de remplir ces chiffres. Les chiffres, on les trouve à la fin des explications dans un tableau avec 50 000 tailles et 50 000 chiffres. Et donc, du coup, on sait que pour la taille A, il faut monter tant de mailles. Donc, en fait, c'est un tableau où limite, c'est écrit, vous vous retrouvez sur la première ligne pour les entêtes des colonnes, vous vous retrouvez avec toutes les tailles. Et sur les lignes pour l'entête, enfin, en première colonne pour l'entête des lignes, vous vous retrouvez avec A, B, C, D, E, etc. Et donc, je crois qu'il y a quand même une petite description sur A, B, C, etc. Et là, vous vous retrouvez avec un chiffre qui peut correspondre à des centimètres, à des mailles, etc. Et ensuite, c'est à vous dans les explications de mettre. Donc, elle conseille de prendre son crayon et d'indiquer, d'écrire directement le chiffre. Sauf que moi, j'imprime pas mes explications. Voilà, je fonctionne avec mon appli livre là, enfin où je mets mes PDF et je fonctionne comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas répondu, j'ai pas encore fait la vidéo pour répondre à vos questions, mais je me souviens d'une question de quelqu'un que je ne nommerai pas, qui me demandait comment j'arrivais à gérer, enfin en gros, comment j'arrivais à gérer les encours parce que je passe d'un truc à un autre et puis des fois j'ai des motifs, des fois j'ai pas de motifs et puis pour savoir où j'en suis, et bien quand c'est comme ça, je m'envoie des mails par exemple. Donc hier soir, j'ai tricoté et je me suis envoyé un mail où je me suis dit reprendre au rang 7. Voilà. Et c'est comme ça, et si je suis vraiment sur beaucoup de trucs en même temps, je mets reprendre au rang 7 Grace. Voilà, comme ça je sais comment m'y retrouver. Mais j'imprime pas les explications. Mais là, je sais pas. Enfin, ça m'ennuie en fait, ça m'ennuie de les imprimer. Enfin, c'est pas forcément une histoire écolo ou économie ou j'en sais rien, mais enfin, pour moi, c'est vraiment pratique d'avoir mon téléphone, de regarder comme ça, même quand je suis sur la route, enfin, dans la voiture, ça évite d'avoir 50 000 trucs. Puis je lis en même temps, alors je vais pas avoir des explications en papier, des machins, mon livre, enfin, bref. Donc voilà, donc ça c'est le début de Grace, c'est le tout début. Là j'enregistre le mardi après-midi, j'ai posé mon mardi après-midi parce que j'ai 10 minutes de réunion avec une maîtresse, mais voilà, les créneaux proposés étaient sur mon temps de travail, donc je n'avais pas le choix que de poser un après-midi pour 10 minutes de réunion, ce qui veut dire que je vais avoir un petit peu de temps parce qu'en fait je suis toute seule chez moi, voilà, j'ai mes 3 enfants qui sont à l'école, ça fait très bizarre. En même temps, il va falloir que... Enfin, je suis à peine arrivée, j'enregistre et puis je vais partir, je sais pas, ça fera même pas une heure, si peut-être une heure après la fin de l'enregistrement, il faudra déjà partir à la réunion, ce sera la fin de l'école, enfin bref. Mais donc je vais l'avancer un petit peu quand même pendant cette heure. Voilà. Donc ça, c'est pour ce projet que j'ai commencé. Et je vais vous montrer les laines aussi. Alors, donc, ce cake, c'est de la AD en mérino, cachemire et soie pour pouvoir faire une deuxième version du pull Pythagore. C'est le coloris Fangorn. Voilà, donc ça je veux le monter cette semaine. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de faire un échantillon parce que je connais mon échantillon en rond pour faire le pull Pythagore puisque ce sera mon deuxième. Et l'autre projet que je vais monter, c'est un test pour une louve dans les bois. J'ai fait l'échantillon là, pardon. C'est pas une louve dans les bois. Une louve dans les bois, c'est la teinturière, mais la créatrice, c'est Jill Carina. Voilà. Donc c'est un test, c'est pour tester ce modèle. Voilà, ce modèle avec du jacquard et des petites fleurs. Et
c'est trop beau. C'est trop beau. Enfin, c'est des petites fleurs. Enfin, c'est exactement... les prochaines fleurs que je vais attendre, il va y avoir les crocus, enfin les personnages, les crocus, les tulipes, mais à un moment donné, il y aura les prunus. Voilà, il y aura les prunus, à peu près aux alentours de l'anniversaire de ma dernière, dans le jardin. Et donc ça, ces petites fleurs, elles me font penser vraiment aux petites fleurs de prunus. Donc voilà, c'est un test qui est pas pour tout de suite. Au niveau de la deadline, je me rappelle plus exactement, mais voilà. Et donc, avec un peu de chance, je tricoterai encore pendant la floraison des prunus, sauf si je suis prise d'une frénésie de jacquard et que je pourrais pas m'arrêter. Alors, donc au niveau des fils, donc c'est de la single de Une louve dans les bois. Le vert, c'est Forêt Noire. Et l'autre couleur, c'est Soleil de minuit. Hop. Voilà, c'est difficile de vous montrer. Voilà, donc ça fera ça. Ça, c'est la couleur principale. Et puis, il y a trop de lumière en fait. Et puis ça va être pour faire mes petites fleurs. Cette couleur, ça fait depuis un moment que je l'ai en tête. Donc il y avait vraiment donc Une louve dans les bois, elle a donc Ingrid, elle a des couleurs qui sont vraiment chouettes et tout, mais j'en avais deux en tête sur lesquelles voilà, j'avais un petit coup de cœur. C'est Ruée vers l'or, donc là sur la Surie, qui est une couleur très jolie aussi sur d'autres bases, et puis ce Forêt Noire. Voilà, donc ça c'est mon échantillon en rond que je viens de débloquer, et il va falloir que je mesure et que je vois. Donc échantillon en rond, vous voyez, ça veut dire que il y a des fils qui se trimballent derrière, et donc il va falloir que je mesure pour voir si c'est bon ou pas, quoi. La couleur est vraiment très très jolie, avec des nuances et tout. Enfin, c'est un sacré vert. Quand on aime le vert comme moi, c'est un sacré vert. Donc voilà pour les projets. Le seul souci, le seul potentiel souci, c'est que j'adhère avec tous ces projets, et que ça va, enfin voilà, que j'arrive à bien maîtriser mon temps de tricot, enfin que j'arrive à bien alterner, voilà. Surtout j'ai quand même d'autres en cours, à côté, dont un que j'ai très 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 hâte de reprendre. Voilà pour la partie tricot. Je passe maintenant à la partie couture. Alors, partie couture, je vais vous montrer donc la robe que je voulais faire, que j'ai faite. Et de la même façon que le gilet, ça a été des réflexions au niveau du modèle. Donc, le tissu m'a été offert par Claude Alain et Stéphanie à Noël de l'année d'avant. Et voilà, le tissu est vraiment magnifique. Et de la même façon, je me suis mis un petit peu la pression. Enfin, j'avais pas envie de me planter sur l'utilisation que j'allais en faire. Donc j'ai réfléchi, etc. Puis bon, l'année 2019, elle a été particulière pour moi. Je vous l'ai dit, je pense que j'ai pas forcément bien géré mes projets. J'ai pas forcément bien géré, mais je pense que c'est surtout qu'il y a des choses. Autant il y a des projets qui m'ont fait dévier de mes projets initiaux, et j'en suis très contente, vraiment, c'était des super choses. Par exemple, ce pull là, j'en suis très contente. Le pull Pythagore, ça a été un immense défi, comme le châle Saturne. Tester la base d'ADID pour faire le Lady Margot de Langalacana, c'était génial. Enfin voilà, autant il y a des choses comme ça où il n'y a pas de souci, autant il y a d'autres projets que j'ai fait et j'aurais pu m'en passer. En gros,
Voilà. Donc voilà, je parle sur le tricot. Là, au niveau couture, moi j'ai beaucoup cousu pour les enfants. Euh, bon, ils portent quand même pas mal ce que j'ai fait, mais enfin bon. Donc toujours est-il que j'ai ressorti ce tissu à la fin de l'année et je l'ai ressorti parce que alors qu'on se baladait avec c'était aux dernières vacances de la Toussaint. On se baladait du coup dans un centre commercial. On est passé devant un magasin pro mode et j'avais vu dans la vitrine une robe et je me suis dit mais elle est trop belle cette robe. Euh, J'aimerais la même, mais vu comment elle était, pour moi, je pouvais vraiment me la faire. Donc elle avait un haut volanté, un col volanté, et puis elle avait des volants, des volants, ce qui faisait une robe pas très longue, mais voilà, des volants. Et puis, donc tout de suite au niveau des volants, ça m'a fait penser à la robe Mira de Fibre Mood. Et le haut avec le col volanté, bah il y a plusieurs modèles hein, avec des cols comme ça. Et notamment, j'avais fait la blouse Passion d'Atelier Scamit. Donc, ça me paraissait pas mal de mixer les deux. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec des finitions qui sont pas très jolies, donc ça sert à rien que vous les regardiez. Hein, c'est l'intérieur du col, ça ne se voit pas normalement. Mais l'extérieur du col, vous pouvez le regarder. Donc voilà, un col volanté qui se révèle après le repassage. Parce que quand je l'ai fait, je dis oh la vache, c'est pas vraiment ce que je voulais. J'ai repassé et tout s'est bien mis en place. Voilà, au niveau du bas des manches, alors là déjà, on est sur la blouse passion. Donc là, on est sur la blouse passion jusque là. Les manches, c'est la blouse passion. Sauf que j'ai pas eu envie de faire des volants au niveau des manches. Donc j'ai utilisé normalement, les manches, c'est pareil que ça. Enfin, en fait, c'est soit col et manche volantée ou alors smoky. Donc moi, j'ai pris plutôt le col volanté. Et donc, on a un pied de col et des volants. Et de la même façon, on a un pied de bas de manche. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on a ça. Puis on est censé avoir des volants. Et donc moi, j'ai gardé les deux pieds de bas de manche, les deux poignets. Les deux poignets pour manche volantée, ça doit être un truc de ce style peut-être. Donc j'ai gardé ces deux trucs là pour chaque poignet et j'ai pas coincé de volant en même. J'ai pas coincé de volant. Voilà, mais en tout cas je préférais une finition comme ça et donc j'ai froncé. Voilà, j'ai fait un peu à ma sauce, j'ai pas trop lu les explications, mais j'imagine que c'est ça. On fronce le bas de façon à ce que ça aille avec ce petit poignet. Pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, à partir de là, je suis partie sur la robe Mira en prenant un volant que j'ai, enfin c'est deux volants que j'ai foncés et deux volants que j'ai foncés sur le bas. Pour savoir quand je partais sur la robe Mira, eh bien j'ai pris la robe Mira, j'ai pris le haut, j'ai mis mes épaules sur les épaules de la blouse Passion, et puis j'ai vu jusqu'où ça allait à peu près, sous l'emmanchure, etc. Par rapport aux épaules, bon, voilà, ça allait là. Je sais plus s'il y avait une grande différence au niveau de l'emmanchure, de la taille d'emmanchure, mais bon, ça allait à peu près là. Ok, j'ai coupé et c'était réglé. De toute façon, il n'y a pas de souci d'ajustement au niveau de la largeur, parce que j'étais quand même pas sur la même largeur que la robe Mira, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là, parce que c'est des volants qu'on vient froncer. Donc que ici, j'ai, j'en sais rien, que j'ai 90 cm de circonférence ou que j'en ai 92, je m'en fous, je viens froncer et je l'ajusterai à la pièce du dessus. Voilà. Donc, au niveau de... Et puis, dans le dos, du coup, bah, c'est de la même façon, c'était le devant et le dos de la blouse Passion, donc avec ici l'ouverture, le petit bouton, et puis le petit... Je sais plus comment ça s'appelle, la bride, je crois que c'est ça, la bride, qui sont censés se positionner là. Mince, j'ai pas bien mis. Hop, voilà. Qui sont censés se positionner là, et en fait bon, c'est censé être mis là, j'ai respecté les explications, mais j'ai regretté
j'ai regretté de pas avoir mis le bouton là, en fait. Enfin, en même temps, peut-être que ça aurait trop serré, hein, je sais pas. Voilà, donc j'ai regretté ça. Donc pas de difficulté, enfin pas de difficulté pour la réaliser, c'est assez simple. La blouse passion, je vous avoue, donc j'en avais déjà fait une, je vous avoue que pour cette version, les coutures anglaises, elles ont sauté, hein, c'est pas très très grave. J'ai surjeté après, voilà, c'est pas grave, je vous dis, il faut juste ne pas regarder ma robe, enfin l'intérieur de ma robe, mais si un jour vous me voyez avec la robe, vous me verrez avec la robe, hein, l'intérieur ne se verra pas, vous regarderez certainement et uniquement l'extérieur. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est au niveau des petits soucis que j'ai eu de mon fait. Il y a les volants. Donc les volants, ce sont comme souvent hein, des volants où on vous donne un rectangle et on vous dit vous coupez 2 volants au pli. Alors ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait la robe violette, je crois que c'est la première robe violette que j'ai faite cet été, j'ai coupé un volant au pli. Donc je crois qu'il y a 3 volants. Ben, j'ai coupé 3 fois un volant au pli, un truc de ce style. Là, j'ai fait autre chose, c'est que j'ai coupé 2 volants, mais j'ai pas plié. J'ai coupé. Donc ça ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien. J'avais pas mal de tissu, j'aurais pu largement tout recouper, mais en fait je me suis arrangée. Donc en fait j'ai recoupé celui du bas, effectivement, en coupant 2 volants au pli, ok. Et celui-là, c'est le volant du bas quand je l'avais mal coupé, quand je l'avais coupé sans le couper au pli. Parce qu'en fait, j'ai regardé, j'étais pas loin, enfin, il me manquait pas grand chose, on fronce, donc peut-être que c'est un petit peu moins foncé que la robe Mira d'origine, etc. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Et alors, l'autre souci qui là m'a plus embêté, j'allais dire, est-ce que c'est grave, pas grave, j'ai réussi à le faire, mais c'est ce col, voilà, ce col, il est pas très compliqué, ça se fait, on a 2 pieds de colle, on coince le volant au milieu, voilà, bon, ça se fait, c'est quand même une étape qui est délicate, c'est-à-dire quand on voit tout ce qu'il y a à faire, bah, le temps de faire le volant, c'est le temps, j'exagère, mais c'est limite le temps de tout assembler, allez, on compte pas les manches, le bas des manches à la limite, mais voilà, c'est le temps de tout assembler sans les finitions, quoi. Eh bien, ce volant, je l'avais déjà cousu une première fois, j'avais commencé par ça, j'étais contente, j'avais l'impression d'avoir fait le plus dur, le plus long, j'avais plus qu'à assembler le reste et tout. Et puis, ce projet, je l'ai commencé, je l'ai mis de côté, je l'ai continué, je l'ai mis de côté, enfin, voilà, en fonction de mes disponibilités, je couds le samedi matin, exclusivement, sauf quand mon mari travaille le samedi matin, ce qui s'est passé 2 fois, je crois, depuis que j'ai cousu cette robe. Et donc voilà, il y a un moment donné où bah, je me suis dit, allez, c'est bon, je m'y remets, je me mets sur la robe, je cherche mon volant. Je ne trouve pas le volant. Je cherche partout. Je vide tout, je cherche partout. Vraiment, j'ai tout vidé. Impossible de trouver le volant. Et il s'avère que nous sommes sûrs à 99% que mon mari l'a mis à la poubelle. Voilà. J'étais verte, voilà, c'est un volant, on peut pas prendre ça pour une chute de tissu, et en même temps une chute de tissu, il n'était pas obligé de l'acheter non plus, voilà, enfin, j'étais verte, vraiment j'étais verte. Donc j'ai décidé d'assembler tout le... Enfin non mais vraiment, enfin, c'est peut-être exagéré mais je l'ai vraiment pas bien pris du tout. Et donc j'ai assemblé tout le reste. Parce que en fin de compte, j'avais commencé par le volant, mais moi j'ai douté à ce projet-là parce que je savais pas si ça allait marcher ou pas, si vraiment c'était... Enfin ok, mon truc de mix de patron, etc., bah, ça pouvait le faire, mais en même temps, est-ce que ça allait m'aller? Et puis une robe de cette forme-là, est-ce que vraiment ça me va? Enfin moi, je pense que j'ai besoin que ma taille, elle soit marquée.
Là, sur une robe comme ça, la taille, elle est surtout pas marquée, quoi. C'est que des volants et des volants. Donc j'avais peur que ça fasse sac à patate ou que ce soit trop court. Et en même temps, elle m'attirait. Donc voilà, fallait y aller. Et puis c'était hors de question pour moi d'acheter une robe qui ressemblait à une robe que j'étais capable de faire. Tout comme c'est hors de question pour moi d'acheter un gilet qui ressemble à un gilet que je serais capable de faire. Même si au final, je ne fais pas forcément le gilet que j'ai vu ou je sais pas quoi. Mais bon, enfin voilà, c'est un principe, c'est comme ça. Mais alors, à la limite, j'aurais pu aller en magasin essayer la robe pour voir si ça m'allait ou pas avant de me lancer dedans, mais bon, c'est pas grave. J'y suis quand même allée, donc du coup, au lieu de refaire le col, j'ai assemblé toute la robe. J'ai assemblé, enfin voilà, j'ai déjà assemblé tout sauf les manches pour voir, pour valider. Puis j'ai assemblé les manches, j'ai revalidé. Et puis après, voilà, une fois que les manches étaient assemblées, j'ai fait les finitions. Il restait plus que le col, et puis à un moment donné, il fallait y aller, quoi. Fallait refaire cette pièce. Voilà. Je vous dirais pas qu'il est mieux fait que le premier parce que je me rappelle pas. Je pense que je l'ai fait en un peu moins de temps. Donc ça se trouve il est peut-être moins bien fait, mais il est fait. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon pour la partie couture. J'avais seulement cette pièce, mais c'est pas mal. Et voilà. Je suis contente de ma robe. Ouais, je suis contente comme c'était un petit défi. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais passer maintenant à la partie lecture. Partie lecture, ça arrive souvent que je vous fais part de mes coups de cœur, et là, il va pas y avoir que ça. Donc, premier livre que j'ai lu, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, que j'ai relu, je ne sais, enfin voilà, je l'ai lu pour la je ne sais combienième fois. Je lisais dans le cadre du challenge 2020 Agatha Christie que j'ai organisé. Voilà, bon, si vous voulez participer, il n'y a aucun souci. En fait, j'ai juste donné des titres d'Agatha Christie mois par mois. Et voilà. Et donc, le premier livre, le premier titre que j'ai sélectionné pour l'année 2020, eh bien, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd. En fait, ce challenge fait suite au défi qu'avait organisé le livre de poche de juillet à décembre 2019. Et j'avais beaucoup aimé le principe, voilà, et donc j'avais très envie de le continuer. Puis quand je voulais vous proposer, vous avez été plusieurs à être ok, enfin à manifester votre enthousiasme, et j'ai choisi celui-là en premier parce que c'est mon Agatha Christie préférée. Voilà, bon, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines, mais voilà, je l'aime beaucoup, il me tient à cœur. Et puis je le trouve pas assez connu, donc j'étais si j'ai réussi à le faire découvrir à des gens à travers ce challenge, je serais super contente. Voilà. Donc en tout cas, si vous ne l'avez jamais lu, allez-y. Voilà. Et moi, je me suis vraiment régalée à le relire, à voir tout. Enfin, du coup, je l'ai relu en connaissant totalement le dénouement. Et puis voilà, le relire en sachant ce qui allait se passer, en voyant toutes les petits indices qu'Agatha Christie nous a mis dans l'histoire. C'est un délice. Vraiment, je suis pas du style à aimer relire les livres que j'ai déjà lus parce qu'il y en a tellement qui existent, mais là, vraiment, c'était chouette. Une fois que j'ai fini ce livre, je me suis dit, eh bien c'est l'occasion de lire ce livre-là que j'avais depuis un petit moment, qui est un essai de Pierre Bayard qui s'appelle donc Qui a tué Roger Ackroyd. Alors, avant toute chose, si vous voulez savoir de quoi parle ce livre, n'allez surtout pas regarder sur je ne sais quel site ou je ne sais quoi ce qu'il y a écrit derrière. Vraiment, je trouve même ça scandaleux. Derrière, en résumé, il est indiqué le dénouement de ce livre. Sachant que ce livre est exceptionnel par le dénouement, juste regarder, savoir de quoi parle ce livre, vous gâche totalement le truc. Je suis assez choquée. Enfin... D'ailleurs, le dénouement de ce livre a aussi été une question d'un Trivial Poursuite. De la même façon, je trouve ça fou, quoi. Enfin, voilà, je trouve ça assez choquant. Donc voilà, n'allez surtout pas lire le résumé. Et j'ai envie de vous dire, n'allez surtout pas lire ce livre non plus, parce que c'était compliqué. Alors, il a 188 pages, donc je me suis dit, allez,
on y va, même si c'est un essai, etc. C'est pas grave, c'est pas grave. En plus, c'est mis roman policier sur un roman policier. Cet essai, tout en reprenant minutieusement l'enquête et en démasquant le véritable assassin, s'inspire de l'œuvre d'Agatha Christie pour réfléchir sur ce qui constitue la limite et le risque de toute lecture, le délire d'interprétation. Ok, à la limite. Donc, première partie, en gros, on nous résume l'histoire que je venais de lire. Ok, je la connais bien, pas de souci, les premières pages passent assez vite. Ensuite, je crois que c'est dans cet ordre-là, ensuite, il y a quelques pages où l'auteur nous donne le dénouement d'une dizaine d'Agatha Christie, au moins. Voilà, on n'avait rien demandé. Et poum, tous les dénouements arrivent d'un coup. Enfin, c'est pareil, je trouve qu'il faudrait mettre un avertissement, un truc, enfin, même de la part de l'éditeur. Enfin, je trouve ça... je trouve ça grave, en fait. Enfin, je sais pas. Donc voilà, il y a ces quelques pages comme ça. Ensuite, on arrive dans la partie essai et dans la partie délire d'interprétation. Donc en fait, on nous explique toute la psychologie, le côté Freud, les bases de la psychanalyse, voilà, on nous explique tout ça. Qu'est-ce que le délire d'interprétation, d'où ça vient, c'est... Moi, j'ai eu du mal à lire, en fait. J'ai eu du mal à lire et c'était une période où j'étais fatiguée, où j'avais besoin de me détendre et j'avais pas besoin de lire un livre comme ça. Enfin, voilà. Je pouvais pas. C'était pas... Après, en plus, c'est pas... Enfin... je suis plus matheuse que littéraire, alors oui, j'aime bien lire, oui, les livres ou les textes qu'on avait présentés, que j'avais présentés au bac de français, à l'oral, j'avais adoré, sauf le Zola qu'il y avait, mais sinon j'avais adoré pareil pour les textes présentés à l'oral de latin, ils étaient limite je les ai préférés. Enfin, non, il y avait Le jeu de l'amour et du hasard, notamment en français en première. Je l'avais lu 5 fois avant l'oral, j'avais adoré. En latin, j'avais beaucoup aimé aussi. C'était très très intéressant. C'était 2 livres, dont un livre de Sénèque et Bluff. Enfin bon, bref. C'est vraiment. Enfin, je suis pas très littéraire, c'est-à-dire que, ok, en français, ce qui se passait, ou en latin, c'était pareil. En latin, c'était pareil que le français, sauf qu'on avait la traduction en plus. Et du coup, il y a les figures de style. Donc moi je suis pas douée sur ça, enfin, c'est-à-dire que en fait on présentait l'analyse de texte que la prof de français nous avait donnée, mais de moi-même j'aurais pas pu dire ah mais là bien sûr il a voulu dire ça, enfin je suis pas douée pour ça et je suis pas sûre que ce soit tout le temps le cas et voilà, enfin j'adhérais pas forcément à tout, il y a des choses que j'appréciais, puis après à l'oral on transmettait les trucs, mais bon après j'avais peut-être un avis assez particulier, moi j'étais tombée sur une poésie à l'oral de français et du coup je sais plus si je vous l'avais déjà raconté, mais j'avais dit en gros que il y avait une question, quelle est la place du poète dans la société, et j'avais dit un truc du style ils se sentent exclus mais c'est bien de leur faute, puis j'avais détaillé le truc et bon j'avais passé le bac de français enfin j'avais pas tout à fait 16 ans, je me dis avec le recul je me dis mais c'est enfin j'aurais pas dû dire ça, c'était pas un discours très bon, au final ça s'est bien passé, j'avais une bonne note, mais bon bref, c'était enfin voilà, j'ai un côté, je suis moitié littéraire et moitié pas littéraire quoi, enfin. Et donc en tout cas moi un truc comme ça, enfin la lecture j'aime beaucoup, je lis énormément comme vous pouvez, enfin énormément, c'est quand même pas mal ce que je lis, mais je lis pas des livres exceptionnels quoi, enfin je lis des livres qui se lisent bien, je lis des livres où on réfléchit pas trop, c'est des policiers, c'est des thrillers, donc je vais plus réfléchir sur le dénouement, sur la logique et donc le côté matheux, mais je suis pas trop là pour apprécier enfin le style ou enfin bien sûr il y a des auteurs que je préfère à d'autres, mais il n'y a pas enfin ouais je prends pas le temps de me poser sur comment la phrase est construite et tiens il a utilisé ce mot, il a bien fait, voilà, je suis pas dans ça. Et sauf si, comme au lycée, c'est décortiqué par les profs, et là, ça va, et je peux l'apprécier si on me décortique. Mais c'est plus le but maintenant. Et du coup, là, bah non, quoi. Enfin, non, j'ai pas pu. J'ai pas pu.
Voilà, un extrait. Cette première critique de Freud ne remet pas en cause la culpabilité d'Oedipe, mais tend à la relativiser en la situant par rapport à la culpabilité de son père, dont elle serait le prolongement et le produit. C'est le message de la pièce ou, si l'on veut, sa lecture, qui se trouve ici en discussion. Tout autre est l'optique de ceux qui, cette fois, mettent en doute la responsabilité même d'Oedipe dans l'assassinat de Laios. C'est sans doute à Voltaire que l'on doit d'avoir le premier exprimé des réserves quant à la culpabilité d'Oedipe dans une lettre datée de 1719. Et on a la lettre. Voilà. Donc, s'il y en a qui aiment, allez-y. Mais faites attention parce qu'il spoil des Agatha Christie. Voilà, donc n'y allez pas. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous lisez pour vous détendre, n'y allez pas. Voilà. Et apparemment, j'ai pas été la seule à penser ça. Donc ensuite j'ai une lecture un peu plus détente, voilà, donc ça a été... franchement, je l'ai pas bien vécu, mais j'ai voulu le terminer, parce que oui, d'ailleurs, ce que je vous dis pas, c'est qu'en fait, dans les 15 dernières pages, on arrive au truc, on arrive à ce pourquoi j'avais acheté ce livre, du roman policier sur un roman policier, et pourquoi, il explique pourquoi Poirot s'est planté, et franchement, pour le coup, il y a des trucs qui font réfléchir, et ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, et pourquoi pas. Enfin, il y a des trucs qui remettent un peu en question, et enfin, sur ça, c'était pas mal en fait. Mais c'est dommage, sur 188 pages, d'avoir seulement 15 pages intéressantes. Voilà. Mais j'ai quand même voulu le terminer parce que j'étais déjà bien partie, et puis mince quoi. C'était pas un livre qui était hyper long, j'allais pas perdre 50 semaines non plus. Ça se jouait juste à une semaine, mais quelle semaine. Donc, ensuite, La Maison des Oubliés de Peter James. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'un partenariat avec France Loisirs, dans le sens où je fais partie des lecteurs. Je crois que ça a un nom. D'ailleurs, ils recrutent en ce moment sur le compte Instagram de France Loisirs. Top lecteur. Voilà. Donc j'avais été contactée pour faire partie des top lecteurs, ça m'avait intéressée, et donc du coup j'avais reçu plusieurs livres, et dont celui-là. Donc La Maison des Oubliés de Peter James, c'est un auteur que je connais pas, mais vous avez été plusieurs à me dire qu'il était très très bien. Et c'est écrit 19 millions d'exemplaires vendus dans le monde, donc on est quand même pas mal. C'est un thriller qui change de ce que je peux lire parce qu'il a un côté fantastique. Donc voilà, il a un côté fantastique. Je veux pas vous en dire plus sur ce côté fantastique parce que c'est ce qu'on m'a dit alors que j'étais au début de la lecture. On m'a dit à peu près ça. Et en fait, je trouve que le terme était pas mal parce que ça m'a pas du tout gâché la lecture ou ça m'a pas dévoilé le dénouement ou voilà. Donc, c'est un livre qui parle d'un manoir. Je fais comme d'habitude, hein, je parcours en même temps en diagonale le résumé pour être sûre de ne pas vous spoiler. C'est un manoir, voilà, qui est très particulier, qui est très grand, qui est très vieux. Il y a beaucoup de travaux à refaire. Et du coup, le personnage principal, qui s'appelle Holly, décide de s'y installer avec sa famille, donc sa femme et sa fille. Et c'est un challenge parce que en fait son truc c'est d'acheter des maisons ou des appartements, enfin des lieux bof. Il fait des travaux, il en fait un truc super, il fait une bonne plus-value et il vend et il rachète un truc pareil, encore plus grand du coup, et où il y a encore tout à refaire et puis ainsi de suite. C'est une idée. Personnellement, c'est pas ce qu'on fait avec mon mari. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais voilà, mais c'est une idée. Et du coup, là, il se retrouve dans une ancienne maison, donc un sacré manoir qui est un peu isolé et tout ça. Donc voilà, il y a, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire dedans. Sauf que il y est, et puis petit à petit, il y a des choses bizarres qui apparaissent, il y a des ombres, voilà. Et donc, en fait, au départ, ils envoient... Enfin,
Il y a le personnage principal qui en voit une, bon, il dit rien à sa famille pour pas les inquiéter, puis il s'aperçoit qu'il est pas tout seul, et puis voilà, et ça prend de l'ampleur, et voilà. Et du coup, on est pris dedans. Alors, donc il y a ce truc fantastique parce qu'il y a des ombres, il y a, là c'est indiqué, les animaux domestiques se comportent de manière bizarre, plusieurs accidents plus déroutants les uns que les autres ont lieu, voilà, il y a tout un truc comme ça. Et même si moi je suis pas vraiment, enfin tout ce qui est fantastique et tout, c'est pas mon truc. Là, on est pris dedans parce que parce qu'en fait on veut savoir quoi, enfin on veut savoir, on se dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui va se passer, et puis voilà, ça amplifie jusqu'au dénouement, jusqu'à la fin, ouais, enfin jusqu'à la fin, et voilà. Donc ça, le livre a fait son job, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je l'ai pris, je l'ai lu, et j'ai eu du mal à le lâcher jusqu'à la fin. Donc voilà, et tout en ayant un côté pas rassuré quand même. Donc voilà, je trouve que c'était quand même un bon thriller, même s'il a l'air de dénoter par rapport à ce que cet auteur peut faire. Donc c'est un auteur dont j'aimerais bien lire d'autres livres pour voir. Voilà, après tout ça, il est temps d'arrêter cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie de continuer à me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre sur YouTube. On a dépassé les 7500 abonnés, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Je fais attention, des fois je me plante. Oui, c'est ça, 7510 et quelques. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai pas beaucoup de vidéos en ce moment sur ma chaîne. Enfin voilà, j'ai un épisode toutes les 2 semaines. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu prise en ce moment, etc. Mais voilà, je suis pas vers la fin de la chaîne YouTube petit à petit, pas du tout. Je vais revenir avec des trucs. Voilà, je suis toujours contente en tout cas d'enregistrer. Et puis voilà, j'ai toujours envie de vous montrer, de vous échanger, d'échanger, c'est une façon de parler, enfin de partager mes aventures couture et tricot. Maintenant que j'ai plus le blog, c'est plus facile pour moi enfin j'ai encore plus besoin en fait de ces épisodes de podcast ou de vidéos focus, etc. pour vous parler plus en détail de projets, parce qu'un post Instagram avec quelques lignes derrière, ça suffit pas pour vous parler de l'histoire de Maroc, pour vous parler de la Surie plus en détail, etc. Voilà, donc merci à tous et je vous dis à très bientôt.